Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si ça va moins bien, vous êtes moins en pleine forme, mais je suis sûre que la conversation d'aujourd'hui va vous aider à prendre soin de votre santé. J'ai un invité spécial avec moi aujourd'hui. Je suis super reconnaissante de pouvoir pick his brain, puis d'en apprendre plus sur sa passion, son expertise, toutes les belles choses qu'il met ensemble dans sa façon de présenter l'information par rapport à la santé. On va parler de tout ça aujourd'hui. Mathieu, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content d'être ici avec toi, Claudia. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait grand plaisir. Dans le fond, c'est ça fait super longtemps que je te suis sur les réseaux sociaux. On a beau dire ce qu'on veut dire sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même un point positif, tu sais, de rencontrer des gens qui créent du contenu vraiment intéressant. Je t'ai vu aussi dans un événement que Mathieu Bouchard avait organisé, dans le fond, il y a de ça pas si longtemps. Puis, c'est ça, je me disais, il faut vraiment que je t'invite sur le podcast. J'aime beaucoup le lien que tu fais entre la posture, le développement personnel, aborder justement le développement personnel avec une optique plus neurologique. Donc, tu as beaucoup de connaissances que je trouve même pour moi, personnellement, en tant que personne, super intéressantes. Puis, je sais que ça va aider beaucoup les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Écoute, tu parles du fait qu'un podcast, ça peut être une bonne façon de se voir, ou les réseaux sociaux. Ben, je préfère encore toujours bien. Oui, c'est ça, on parle des effets négatifs des réseaux sociaux. Je trouve quand même que c'est toujours mieux de se rencontrer sur les réseaux sociaux que dans le contexte d'un 5 à 7 avec du vin d'une qualité questionnable et du fromage, c'est bon. Parce que c'est plate, les 5 à 7. C'est vraiment. Ah, toi, tu fais quoi? Ah, moi, je fais ci. Ah, voici ma carte d'affaires. Puis, il n'y a pas personne qui se rappelle après. Donc oui, les réseaux sociaux, après ça, je me dis, les gens qui t'intéressent, tu les suis. Et puis, ceux qui ne t'intéressent pas, ben, tu les suis pas. Et ça vient qu'à être une place où tu trouves de l'information qui est pertinente pour toi. Ça, je trouve que oui, c'est cool. Puis l'extension de tout ça, un peu dans le contexte du podcast que tu fais, ben, c'est extraordinaire. Donc, oui, Mathieu Bouchard. Mathieu Bouchard, c'est un de mes bons amis. Matt Bouchard puis moi, on est très similaires. On se ressemble beaucoup, puis on s'apprécie beaucoup. Donc, ouais, dès que Matt me propose de faire quelque chose, je dis oui. Et il faut que je dise que c'est souvent aussi l'inverse. C'est aussi vrai. Ça va des deux côtés, en fait. Donc, oui, je suis content d'avoir pu te rencontrer, entre autres, par le biais d'un événement organisé par mon chum, Matt Bouchard. Ben oui, Mathieu était sur le podcast aussi l'année passée. Je me souviens plus de l'épisode exact, mais si vous l'avez manqué, allez écouter ça. Mathieu, c'est ça, c'est vulgarisé, c'est straight to the point, c'est du gros bon sens. Fait qu'on avait eu vraiment une belle conversation awesome. Fait que bref, on est un peu dans cette vibe-là aujourd'hui. Mathieu, t'es ostéopathe, posturologue, fondateur du mouvement Perso-Neuro, pour ne nommer que ces titres-là. Parle-moi donc un peu de, t'as-tu grandi, baigné là-dedans, toi, le mouvement, la posture, le corps humain? Comment ça s'est développé, ces passions-là? Puis qu'est-ce qui t'a amené à étudier là-dedans, travailler là-dedans, partager autant de connaissances là-dedans? Moi, j'étais un moron moteur quand j'étais plus jeune. Donc, malgré le fait que j'ai eu des parents extraordinaires qui m'ont initié au sport, par exemple, très tôt, j'étais juste vraiment pas bon. Je sais que c'est pas très populaire aujourd'hui de dire qu'on n'est pas bon parce qu'on est toujours en train de vouloir se sauver l'estime de soi, de moi, des autres. Mais fondamentalement, on le sait qu'on n'est pas bon dans certaines choses, puis je pense que c'est correct de l'admettre. Il faut qu'il y ait de l'amour propre à travers tout ça, mais vraiment, de juste dire, écoute, je suis pas bon là-dedans. C'est déjà le point de départ de quelque chose de peut-être différent, de possible. Et j'étais vraiment pas bon dans les sports. Mais j'aimais ça. J'aimais ça parce que j'aimais tout ce que le sport ramène comme
bénéfices. L'effort physique, le dépassement de soi. Puis bon, parce que ben, j'ai grandi au Québec, j'ai joué au hockey, donc de se faire des amis. On était tous pas bons parce que j'ai jamais joué tu sais, dans les doubles lettres ou les triples lettres. Là, tu sais. Donc, on était tu sais, une gang de petits gars pas bons qui aimaient ça se réunir 3 fois par semaine à jouer au hockey. Et puis finalement, j'ai jamais compris pourquoi j'étais pas bon, malgré le fait que je mettais de l'effort. Hmm. C'était un peu la même chose à l'école, en fait. J'étais très moyen à l'école. Les gens ont de la misère à le croire parce que je suis vraiment très, très curieux, puis je suis devenu très intellectuel avec les années. Je connais un paquet de choses dans un sujet en particulier, mais j'en connais tellement que les gens ne me croient pas quand je leur dis que j'étais juste vraiment très moyen à l'école. Tout le monde a l'impression que j'avais 95. Ma conjointe, à ce jour, après 4 ans d'union, n'arrive pas à croire qu'à l'école, j'avais pas des notes incroyables. Hmm. Donc, tu sais, j'enseigne partout dans le monde à des professionnels et comme, ben voyons donc, tu avais 70 de moyenne. Je suis comme, oh, ouais, puis ça, c'est 75, 80. 80, j'étais vraiment très heureux, de mes parents aussi. Euh, ouais, ça fait que finalement, je suis devenu prof. Puis je suis devenu prof peut-être parce que je savais pas trop quoi faire dans ma vie, dans le sens où j'ai eu des profs qui m'avaient, moi, très marqué, qui m'avaient marqué beaucoup par leur dévouement, par le fait qu'ils m'avaient communiqué un peu c'était quoi pour eux un être humain, puis qu'est-ce qui était possible pour l'humanité en fait. Puis j'avais juste voulu reproduire ça en quelque part. J'ai une très grande sensibilité, donc les jeunes dans mon entourage quand j'étais jeune qui avaient de la difficulté plus que moi, puis même socialement, ça m'affectait beaucoup. Tu sais, on parle beaucoup de bullying en 2024 avec les réseaux sociaux. Je me disais heureusement qu'on n'avait pas ça quand j'étais jeune, j'ai 45 ans. Parce que déjà, je trouve qu'il y en avait beaucoup. Tu sais, d'un jeune par rapport à l'autre, tu sais, lui, il a les cheveux roux, tu sais, juste ça, ça prenait juste ça. Je pense qu'il y avait un roux par classe, puis tu sais, le monde riait de lui. Ça m'a toujours vraiment fâché. J'ai la blessure d'injustice assez profonde parmi les 5 blessures de Lise Bourbeau. Là. C'est une de On a mes ça en cinq. commun, on a ça en commun. C'est ma principale aussi. Je trouve ça intolérable. Ça vient me chercher quelque chose de rare. Donc, je suis devenu prof un peu comme pour aller sauver les jeunes qui faisaient rire d'eux autres, puis qui n'étaient pas bons. Puis je faisais partie de ceux-là, mais peut-être moins que d'autres. Puis je pense qu'il y a toujours eu ce côté-là de moi qui a voulu aider ceux qui en avaient besoin. Donc, j'ai été prof pendant 5 ans. Puis de 2000, ouais, de 2001 à 2006. Et tout ça pour me rendre compte que rapidement, je faisais partie d'un système qui nivelait vers le bas. J'étais en contrôle d'à peu près rien. Les gens ne savent peut-être pas, mais quand tu enseignes, par exemple, j'enseignais l'histoire au secondaire, j'étais un maniaque de politique puis de finances. Et à ce jour. Et puis, Mhm. euh, et puis finalement, j'enseignais l'histoire au secondaire 4. Puis entre autres, moi, j'avais toujours compris que ce cours-là, c'était vraiment comme le cours de ton secondaire, parce que finalement, il y avait un examen ministériel, puis ça comptait pour le cégep. C'est juste que j'aimais vraiment l'histoire. Donc, j'ai enseigné ce cours-là. Puis, à partir du moment où, d'une année à l'autre, on m'a fait comprendre, la direction m'a fait comprendre que les élèves n'avaient plus besoin de réussir leur année scolaire avec moi. S'ils réussissaient leur examen à la fin de l'année avec le ministère, ben, ils passaient leur année. Tandis que les années précédentes, il fallait quand même que 50 de ta note vienne de ton année scolaire, puis 50 de ton examen du ministère. Donc, autrement dit, le 10 mois de travail que moi je mettais avait une valeur quand même absolu pour les élèves. Il fallait qu'ils passent mes examens pour réussir leur année. À partir du moment où ça a changé, à partir du moment où j'ai su que les directions de l'école pouvaient regarder les notes que moi je soumettais et les modifier pour faire passer des élèves, ce que je vous dis, c'est vrai. C'était vrai à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Là, je me suis dit, en fait, je sers à quoi? Est-ce que j'ai vraiment l'impact souhaité sur ces élèves-là? Hmm. Et de toute façon, je me ramasse avec beaucoup d'élèves dans ma classe qui n'ont pas les prérequis pour être là. Je n'ai pas, moi, les connaissances pour les aider à évoluer vraiment parce qu'on m'a enseigné à enseigner un contenu spécifique. Je sais que je suis pas orthopédagogue, sauf que je me ramassais avec tellement d'élèves avec des difficultés d'apprentissage. Puis là, je parle de 2005, 2006. Je ne veux même pas penser ce que c'est aujourd'hui. Alors, finalement, j'ai quitté. J'ai quitté le monde de l'enseignement l'année que j'ai eu ma permanence. Puis, je surprenais ma mère parce que ma mère se disait, ben, comme tu as comme une job garantie à vie avec des vacances puis un fonds de pension, tu veux quoi de plus? Bien évidemment, je voulais aider du monde. Puis, j'avais pas l'impression que j'allais pouvoir le faire dans un système euh, administré par le gouvernement, pour être vraiment franc.
Donc, j'avais d'autres intérêts. J'étais déjà entraîneur parce que j'aimais beaucoup le sport, la performance, même si j'étais historiquement un moron moteur. Mais un moron moteur, ça s'intéresse à la musculation parce que la musculation, c'est un peu con. C'est pas très difficile de lever des poids vers le haut et de les redescendre. C'est pas comme de jouer au hockey où tu as quatre chums, il y a une rondelle qui bouge, puis il faut que tu bouges, puis il faut que tu vois où ils sont rendus. Puis juste à en parler, je me rappelle la nervosité que j'avais quand j'avais la rondelle sur mon bâton puis qu'il fallait que je fasse quelque chose de conséquent avec. C'était vraiment, en fait, c'était de la paralysie que je vivais. C'est ça que je me rends compte aujourd'hui. Puis malgré ça, je trouvais ça le fun. Je ne sais pas comment je faisais, mais tu sais, donc j'ai commencé à m'entraîner pour le fun, pour devenir plus fort. Puis c'est ça, j'ai commencé à aider les autres à le faire. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était tout croche, qui avait mal partout. Et c'est de là mon intérêt à devenir ostéopathe, puis par la suite posturologue. Ce qui est vraiment très drôle, c'est qu'à partir du moment où je suis devenu posturologue, puis j'ai commencé à comprendre le pouvoir immense du cerveau, je me suis rendu compte que c'est ce même cerveau-là qui nous permet de bouger, d'apprendre, puis de vivre nos émotions. Et de là, mes nombreux projets qui, finalement, viennent tous de la même place. La compréhension de l'être humain par le biais de son cerveau, qui est quand même une partie importante. Et après ça, toutes les possibilités qui existent quand on commence à connecter le cerveau avec le corps. Et ça, c'est les 17 dernières années de ma vie. Donc, d'essayer d'être le plus compétent possible pour amener des gens à connecter avec qui ils sont, pour les amener à devenir qui ils sont supposés être. Et c'est ça. Et c'est ce que je fais tous les jours. Ben, merci pour ton partage, c'est super intéressant. C'est souvent ça, hein. On a des parcours où est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aimait beaucoup quand on était jeune ou qu'on était vraiment pas bon, justement, puis qu'on voulait découvrir, puis qu'on s'est débrouillé. Des fois, on se fait mettre genre dans une boîte de la société, je vais appeler ça comme ça, pour se rendre compte que non, on a un petit calling à l'intérieur de nous qui sort de cette boîte-là, tu sais, puis souvent, on va créer nos propres choses, justement, pour avoir l'impact qu'on veut avoir sur les autres. Fait que, tu sais, c'est ce que j'entends, c'est super inspirant. Tu parles de posture. Tu sais, posture, quand on parle de mouvement d'entraînement, je pense pas que c'est le mot le plus sexy, genre que les gens, ils vont vraiment comme aborder, découvrir, puis même utiliser puis travailler dans leur quotidien. Et pourtant, tu sais, tu dis les gens, ils ont mal partout, ils ont des déséquilibres. Moi, j'ai fait mon bac en kin, mais j'ai fait aussi un DSS en kinésithérapie. Fait qu'on travaillait énormément les analyses posturales, tu sais, puis j'ai pas travaillé spécifiquement en traitement après, mais c'est quelque chose qu'on abordait beaucoup, puis je pense que tu sais, si on mettait un petit peu plus de temps à apprendre à bouger, à corriger notre posture, à l'améliorer, ben justement, nos workouts dans le gym seraient probablement plus efficaces, puis justement, notre énergie au quotidien serait probablement plus optimale. C'est quoi les symptômes, les ressentis physiques, les choses que peut-être les gens au quotidien vivent en ce moment, puis j'ai envie de dire tolèrent dans leur corps, qui pourraient être dues à une posture qui est pas optimale? Écoute, avant même de répondre à cette question-là, je vais répondre à une question que tu n'as pas posée, mais à laquelle je dois Vas-y, répondre vas-y. pour bien orienter les gens. Mais la raison pour laquelle la posture intéresse personne, c'est que les techniques qui existent ne sont pas efficaces. Hmm. Par exemple, quand je regarde un peu tout ce qui existe en entraînement au niveau des exercices qu'on dit correctifs, ou quand je regarde un peu les conseils que la plupart des professionnels de santé très bien euh, qui Intentionné? veulent, ouais, très bien intentionnés, mais les conseils qu'on donne sont absolument nuls, mais nuls, parce qu'en fait, il y a une distinction qu'on ne fait pas, il n'y en a qu'une, en fait. C'est qu'il y a deux types de muscles. T'as des muscles pour le mouvement, puis tu as des muscles pour la posture. Et à partir du moment où on dit à quelqu'un, écoute, à toutes les 15 minutes, fais juste penser à ta position, puis recule tes épaules, puis mets-toi à respirer, on travaille sur les muscles de mouvement. Alors, nécessairement, reculer les épaules, en fait, ben, ça recule les épaules, mais les épaules, ce n'est pas des muscles de posture. Alors, pour vraiment avoir accès à des muscles qui nous positionnent de façon plus avantageuse avec tous les effets bénéfiques pour la santé que ça peut avoir, il faut faire des exercices qui reprennent nécessairement les phases de développement qui nous ont amenés à apprendre à tenir debout. Parce que tenir debout, c'est synonyme de posture. Et tenir debout, ça s'est fait entre 0 puis 12 mois. Alors, les vrais exercices qu'il faut vraiment faire pour avoir une bonne posture, ce pas des exercices assis dans une chaise ou quand on est déjà debout puis à penser à pas trop être croche. C'est par exemple de ramper, de marcher à quatre pattes, de se retourner d'un côté, de se retourner de l'autre, de faire de l'appréhension avec la main gauche, de faire de l'appréhension avec la main. Il y a 72 mouvements différents qui ont été répertoriés qu'un être humain devrait acquérir dans ses 18 premiers mois de la vie pour qu'une fois qu'il se tient debout puis que c'est consolidé,
que cet enfant-là soit équilibré. Et là, les gens vont dire, ça veut dire quoi équilibré? Ça veut dire que quand tu regardes un enfant ou un adulte de face, il n'est pas supposé avoir une épaule plus basse que l'autre, puis il n'est pas non plus supposé avoir un bassin plus bas que l'autre. Je sais que c'est commun, je sais que c'est presque tout le monde, mais si on se fie à cette notion-là, un tiers des Américains sont en situation de prédiabète. Ben, quand ça va être 75% d'entre eux, je ne sais pas si on va dire que c'est normal, mais j'imagine que non. J'imagine qu'on va quand même dire que d'être en situation prédiabétique, c'est anormal. Mhm. Même si ça va être rendu tout le monde aux États-Unis, ben, au Ouais. niveau postural, c'est un peu la même chose. Donc, 80% des gens qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours présentent un déséquilibre postural quelconque. Parce que, par exemple, quand ils ont appris à tenir debout, ben, si on regarde le ramper, ils ont peut-être rampé avec la jambe droite plus que la gauche. Et ça prend que ça, en fait. Ça prend que ça pour que, une fois qu'on tient debout, parce qu'on réussit quand même pas mal tout à tenir debout, certains mieux que d'autres, certains ont plus d'endurance dans ce mécanisme-là, certains sont capables de tenir debout tellement bien qu'ils sont déjà plus motivés à faire de l'exercice. Les gens qui ont de la difficulté à tenir debout et à rien faire, c'est ceux-là qui ont de la misère à se mettre à faire un programme d'exercice ou en fait, c'est ceux-là qui ont de la difficulté avec leur motivation parce que vivre est tellement difficile pour eux après ma barre que de Mhm. faire quoi que ce soit de plus qui implique de l'effort, c'est difficile. Donc, on peut dire que ces gens-là manquent de motivation, c'est pas faux, mais c'est pas de leur faute. Puis je crois sincèrement que les gens qui sont pas bons, c'est pas de leur faute. Je crois sincèrement que les gens qui réussissent pas à atteindre leurs objectifs, règle générale, c'est pas de leur faute. Puis je dis pas qu'il faut pas qu'ils prennent des actions. Je dis que souvent que les actions qu'on leur a suggérées, même si elles étaient bien intentionnées, n'était pas super efficace et qu'au niveau postural, on est en plein là-dedans. Donc, moi, sur les 17 dernières années de ma carrière où je regarde tout ce qui se fait partout dans le monde, j'ai encore jamais rien vu qui est aussi puissant que la posturologie pour aller chercher de vrais facteurs de correction de la posture. Puis pas tant, oui, entre autres pour améliorer la posture, puis réduire les tensions musculaires, puis, mais surtout juste pour équilibrer le corps, le système nerveux. Et ça, c'est un peu le point de départ de tout ce qu'on fait dans notre vie. Euh, mais bon, oui, alors pour répondre à ta question, au niveau des symptômes, inconfort musculaire, fatigue un peu inexpliquée, euh, diminution de la motivation intrinsèque. Donc, tu sais, les gens qui ont juste pas le goût. J'avais une conversation avec une amie aujourd'hui qui est une tout croche, dans le sens où c'est une de mes amies, mais tu sais, j'ai encore des amis qui ne sont pas reprogrammés au niveau de la posturologie parce que ben, finalement, tu sais, je ne discrimine pas de façon absolue sur ce paramètre-là. Mais avec les années, c'est vrai que tout le monde que je connais est un peu passé par le processus. Et comme de fait, ben, tu sais, elle dit, tu sais, je suis un peu à mon plus bas aujourd'hui que j'ai jamais été. Puis, j'ai comme le goût de lui dire, mais j'ai été gentil, ben, c'est parce que tu es tout croche, tu as deux pieds pas stables, tu as deux yeux qui ne bougent pas ensemble. Quand tu vas commencer à prendre soin de ces facteurs-là, je ne dis pas que ça règle tout, hein, au contraire, Mhm. mais c'est une grosse partie du travail parce que quand tu as de la difficulté à finir ta journée parce que tu as une fatigue inexpliquée, entre autres à cause d'un système postural qui est un peu fragile, on a tous en commun le fait qu'on doit résister à la gravité du matin au soir. Et si on est capable de le faire de façon plus avantageuse, je vous le jure, tout est plus facile par la suite et même des fois, on est surpris de voir à quel point on peut être efficace. Donc, faire plus de choses en moins de temps, puis ressentir moins de fatigue qu'on avait auparavant. Donc, ça c'est comme ça que moi, je mesure l'efficacité, là. Mhm. Euh, donc, finalement, oui, c'est des gens qui ne sont pas à plein rendement, mais c'est vrai que les premiers symptômes, c'est vraiment pour répondre à ta question, les premiers symptômes sont vraiment d'ordre physique. C'est Ouais. vraiment des inconforts, des tensions musculaires, ce que certains appellent des nœuds, euh, qui sont devenus permanents. Le signe d'un déséquilibre postural, c'est pas juste, tu sais, quand je fais du sport, je suis un peu raqué, puis 3 jours après, ça disparaît. Non, c'est par exemple, j'ai un point dans l'omoplate, puis ça date de 1972, puis il veut pas disparaître, peu importe ce que je fais. Ça commence à être plus, tu sais, comme en lien avec un système postural déréglé. Tout ce qui est plus chronique, je te dirais. Mhm. Non, c'est vraiment intéressant. Fait que de ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas besoin de retourner dans le temps, à notre enfance pour réapprendre à bouger. Ça se fait même à l'âge adulte. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'écoute, sont comme, oh mon Dieu, je suis rendue à 30, 40, 50 ans, j'ai été tout croche toute ma vie, je peux pas retourner à l'âge bébé. Mais ça se refait, ça se reprogramme.
c'est quoi les conditions pour se reprogrammer ou pour corriger notre posture, dans le sens que ça prend combien de temps? À peu près, on commence par où? Évidemment, on s'entend que c'est différent d'une personne à l'autre, ça prend une approche individualisée, fait que les gens, allez voir Mathieu. Mais de règle générale, c'est quoi un peu le processus pour corriger notre posture puis se reprogrammer comme il faut si ça n'a pas été fait justement dans nos premiers 18 mois de vie? Alors, les gens peuvent venir me voir moi, mais ils peuvent aussi aller voir tous les posturologues que je forme un peu partout au Canada puis aux États-Unis. Et c'est un peu l'idée derrière le fait de former des gens Mhm. parce que l'idée, c'est d'offrir. Moi, j'ai 24 heures dans une journée, j'essaie d'en dormir 7 ou 8. 8 plus que 7. Vraiment, je suis vraiment plus d'attaque quand je dors 8 heures. Euh, donc, donc, ce qui fait que après ça, bon. Mais écoute, je te donne un exemple rapide parce que tu parles des gens qui ont 30, 40, 50 ans. Il y a une dame que j'ai vue ce matin, je la suis depuis on and off 2019. La première fois que je l'ai vue, c'était en 2019. Je te donne sa date de naissance. Elle est née le 14 mai 1946. Donc, cette dame-là a vu des améliorations depuis 2019, autant au niveau de son équilibre, littéralement sa posture, ses tensions musculaires. C'est une massothérapeute de formation. Elle a fait ça toute sa vie, elle est à la retraite maintenant. Puis ce matin, elle me parle du fait qu'elle a fait ses impôts, puis elle insiste à faire ses impôts, quitte à les faire vérifier, mais justement pour l'activité cognitive. Et ce qu'elle m'a dit ce matin, c'est que, par exemple, l'an dernier, elle avait eu de la difficulté avec tout ce qui était les additions par rapport aux dizaines, les centaines, les milliers, tu sais, les colonnes. Ouais. Au point où finalement, la comptable, après vérification, lui a dit Madame Bélanger, vous avez fait des erreurs, tu sais, dans vos calculs. Puis Madame Bélanger, qui est vraiment très sharp, très drôle aussi, s'est bien rendu compte que c'était vraiment des erreurs de positionnement de chiffres sur la feuille de papier, là. Et cette année, elle les a fait. On a vraiment beaucoup amélioré la coordination de ses yeux, sa coordination œil-main, son équilibre. Donc, en fait, tous des prérequis pour la performance cognitive, tous des prérequis que mes élèves, pendant mes 5 ou 6 ans d'enseignement, auraient dû avoir pour être efficaces en classe, assis derrière un bureau à écrire avec une main dominante. Ben, finalement, c'est que cette année, elle n'a fait aucune erreur dans ses Mm. calculs. Donc, c'est quand même complètement fou parce que cette dame-là, à l'âge qu'elle a vieilli d'1 an, où tout le monde s'entendrait pour dire que ben, c'est normal, elle vieillit, elle a fait des erreurs cette année, elle n'en a pas fait l'année dernière. Je trouve qu'on est tellement pas difficile par rapport à. C'est-à-dire, on a très peu d'attentes envers soi-même, puis je trouve qu'on a très peu d'attentes envers les autres. Puis c'est drôle Ouais. parce que justement, en développement personnel, le courant, c'est un peu soyez doux envers vous-même. Quand ça ne va pas, allez méditer. Puis quand ça ne va vraiment pas, faites-vous une tisane à camomille, puis mettez un peu de musique douce avec un ruisseau en arrière. Puis sincèrement, j'ai absolument rien contre ça. Sauf que à un moment donné, il faut sortir de sa chambre avec la musique, avec le petit ruisseau. Puis il faut affronter la vie. Puis la vie, entre autres, c'est con, là, mais c'est de faire ses impôts. Puis surtout que, on va le savoir demain, mais ils sont supposés augmenter les impôts là, au fédéral. Ça va être extraordinaire de voir tout ça. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Alors, tu sais, comme 1 an plus tard, Madame Bélanger qui fait aucune erreur. Puis elle me le dit, elle a dit, quand je les ai faites, j'étais vraiment plus confiante par rapport à. Parce que, bon, évidemment, à l'âge qu'elle. Je dis, elle a un iPad, hein, elle est tout à fait fonctionnelle avec les technologies, mais elle est fait à la main parce qu'elle veut le faire à la main. Puis même que les mots, on avait eu la discussion que c'est quand même mieux d'écrire. Il y a des études qui démontrent que d'écrire avec la main dominante versus de taper sur un clavier, ça active davantage le cerveau pour tout ce qui est la mémoire et bon, ainsi de suite. Alors, évidemment, elle, instinctivement, elle savait ça. Alors, elle fait ses impôts avec une feuille, puis un papier, puis un crayon. Puis Mm. elle dit, c'est incroyable. Elle dit, c'était vraiment plus facile pour moi cette année. Puis comme de fait, confirmation faite, la comptable qui a vérifié m'a dit cette année, j'ai fait aucune erreur. Donc même des gens qui sont, qui pourraient être morts, hein, je veux dire, elle pourrait facilement être morte, cette dame-là, là, quand on regarde l'âge qu'elle a. Donc, non seulement elle est en vie, mais en plus d'être en vie, elle s'améliore C'est d'année en ça. année dans des compétences fondamentales, l'équilibre, la coordination, puis la cognition. Donc, je me dis, si on est capable de faire ça justement avec des gens, écoute, j'arrive pas à calculer, mais ça y fait quel âge? On est en 2024, 1946. Ben, elle a 88, tout dépendant, c'est quand ça fête, là. Oui, c'est quand même extraordinaire. Si elle a 88 ans, elle est déjà à plus 4. Je crois qu'on est je pense Ouais, que la. 84, les femmes au Québec. Donc, elle est à plus 4.
Elle est à plus 4, elle pourrait être morte et enterrée depuis 4 ans et elle s'améliore. Ouais. Moi, je- je- ça fait 17 ans que je fais ce que je fais, Claudia, puis les gens me disent toujours, mais tu sais, t'es pas fatigué. Tu sais, je fais des grosses journées, puis je suis comme, mais je suis pas capable d'être fatigué quand je vois ce genre de choses-là. Je suis pas capable. Mhm. Je suis pas capable. Ça vient que c'est comme. Puis après ça, ben, l'idée, c'est de toujours, pour moi, puis pour les gens que je forme, qu'on s'améliore, qu'on ait une meilleure compréhension de comment que le corps fonctionne, ce que je partage énormément avec Mathieu Bouchard. C'est une obsession, en fait. Puis pourquoi? Parce qu'on n'en revient jamais des résultats comme ceux de Mme Bélanger ce matin, tu sais. C'est ce Ouais. matin, là. C'était à 10h30, là. On Mhm. enregistre, il est 4h30. Mhm. Mais alors, c'est ça. Donc oui, ces gens-là, en fait, on fait tous, avec tous ces gens-là, on fait exactement la même chose. Ce qui peut paraître pas très sexy parce que les gens veulent vraiment souvent une approche individualisée. Tu sais, les golfeurs veulent un programme d'entraînement fait pour le golf. Puis les joueurs de Ouais. basket veulent un programme. Bon, et tout ça, c'est correct, là. Mais en fait, tous ces gens-là sont des êtres humains qui ont besoin d'avoir des compétences très fondamentales, de l'équilibre, de la coordination, de l'agilité. Puis à partir du moment où ces gens-là auraient des déficits petits, hein, mais observables d'équilibre, de coordination puis d'agilité, ben ils vont pas être bons en golf. Puis ils seront pas très bons au basketball non plus. Ils vont avoir de la difficulté à faire leurs impôts. Ils vont trouver que la journée finit plus à 3 heures. Ils vont s'endormir devant la télé. Ils voudront pas aller trop vite en voiture. Ils vont avoir des maux de tête quand ils lisent trop longtemps. Ils vont avoir mal au dos. Ils vont blâmer le fait qu'ils n'ont pas une bonne chaise. Ils vont avoir de la misère à faire de la vaisselle. Ils vont blâmer que la hauteur du comptoir est pas bonne. La liste est longue. On va dire à ces gens-là que c'est parce qu'ils font pas assez de sport. Ceux qui en font beaucoup, on va leur dire que c'est parce qu'ils en font trop. Moi, j'ai une cliente il y a 2 semaines qui m'a dit, est-ce que c'est correct si je me croise les jambes quand je m'assois? Puis c'était pas la première fois. Puis c'est quand même quelqu'un qui écoute beaucoup ce qu'on lui dit, ce qui est tout à fait honorable là, en termes de client, c'est une patiente. Mhm. Puis je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce qu'on t'a déjà su? Elle dit oui. Elle dit, je suis déjà allé voir l'ostéopathe, puis c'est pas pour parler contre les ostéos, mais c'était un ostéopathe qui lui avait dit, tu sais, moi, une fois que j'ai fait ton traitement, ça serait pas trop pire que tu ne te croises pas les jambes parce que ça défait le travail que j'ai fait. Puis là, je me dis, OK, ben là, si on ne peut plus se croiser les jambes, là, tu sais, on est vraiment dans le schnout, là. Donc c'est ça. Donc, à tout âge, en fait, si on a en tête le fait que de se croiser les jambes pourrait nous causer des problèmes, que ce soit une dame de 35 ans, comme dans le cas ou de Mme Bélanger qui a 88, tous ces gens-là, il faut faire la même chose avec eux. Il faut s'arranger du mieux qu'on peut qu'ils aient les prérequis pour tenir debout. On tient debout avec nos pieds puis nos yeux, les pieds au sol, les yeux sur l'horizon. À partir du moment où on aurait une instabilité à tenir sur un pied, ou à partir du moment où on a deux yeux qui ne bougent pas ensemble, à savoir est-ce que nos deux yeux peuvent rentrer dans le même trou, donc ce qu'on appelle loucher, dès qu'on a un déficit sur un de ces deux facteurs-là, on compense, puis on est à risque d'avoir des symptômes. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de s'assurer que tout le monde qui fonctionne sur deux pieds, ça fait bien du monde, Mhm. euh, le fait de façon la plus équilibrée possible. La perfection n'existe pas, mais de la façon la plus équilibrée possible. Et plus on les équilibre, plus ces gens-là vont bien. Et c'est ce qui fait que la posturologie connaît vraiment là, un essor assez fulgurant dans les dernières années, parce que je pense que la plupart des praticiens qu'on forme, on les forme à bien communiquer ce qu'ils font. Ils ont des résultats et finalement, ces gens-là réfèrent d'autres. Et puis, c'est non invasif. Donc, c'est le fun parce qu'il n'y a aucun risque. Il n'y C'est a aucun ça. risque de blessure. Ça fait pas mal. Et c'est positif. On demande aux gens de faire 5 minutes d'exercice par jour. Parce qu'après ça, ça peut paraître comme, ben oui, ben, il va voir que je rampe. Ben oui, mais pas toute la journée. Ça serait mieux pour toi. Mais on comprend que tu dois marcher puis conduire une voiture. Donc, ça ne sera pas possible de ramper toute la journée. Mais c'est 5 minutes par jour. C'est bien ciblé. C'est Mhm. des exercices qui augmentent en niveau de complexité avec le temps, mais vraiment qui reprennent la thématique de ce qui se fait entre 0 et 1 an. Tout le monde a dû passer par là. Tout le monde doit avoir ces prérequis-là pour vivre une vie sur deux pieds qui est optimale. Et à ce moment-là, si on veut méditer, c'est une demande, c'est pas un besoin. Quand j'ai créé Perso Neuro, qui est mon programme de développement personnel basé sur les neurosciences, c'est d'où ça vient. C'était un jeudi matin, je m'en rappellerai toujours. J'avais un bureau dans l'ouest de l'île à l'époque. Je me rappelle de ça parce que j'avais un bureau vitré que je ne pouvais pas me permettre financièrement. Mon bureau était plus beau que mon appartement.
Mais j'étais tellement fier, puis j'étais tellement content d'avoir ce bureau-là que même si ça me ruinait à tous les mois, je m'en foutais. C'est Ça valait la d'enlever le peine. mode. Ah, écoute, j'ai jamais eu un bureau comme ça depuis, puis ça doit faire 10 ans de ça. Je me rappelle, la dame était en retard un peu pour son rendez-vous. Puis elle me dit, écoute, elle dit, je suis vraiment désolé, ça va être une journée de merde aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de méditer ce matin. Puis c'est drôle parce que je travaillais beaucoup avec des psys, puis des gens en soins, mais tu sais, dans le zen total et absolu de la vie, là, tout le monde était zen, quasiment trop en fait, là, ça me tapait ses nerfs. Puis cette dame-là était référée par un des psys qui lui disait de méditer, puis que c'était bon pour elle, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais maudit, quand Anne m'a dit, déjà, c'était 10 heures le matin, elle prévoyait déjà qu'elle n'aurait pas une bonne journée parce qu'elle n'avait pas eu le temps de méditer. Donc là, méditer pour elle n'était pas une demande, c'était un besoin. Puis il n'y a pas beaucoup de besoins fondamentaux pour l'être humain. Et méditer n'est pas un besoin, méditer est une demande. Donc là, je me suis dit, OK, si tu as besoin de méditer, au-delà du fait que c'est bon, il y a un problème. Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton toi que tu as besoin de quelque chose comme la méditation? Puis l'idée de Perso Neuro est née depuis ce temps-là, mais je te parle de ça il y a 10 ans, puis c'est juste en 2020 où j'ai eu un peu les ressources puis le temps de mettre quelque chose ensemble puis commencer à parler du fait que pour moi, le vrai développement personnel, c'était vraiment le développement de la personne, puis que ça se faisait beaucoup, beaucoup avec le cerveau. Donc Mhm. c'est ça que je fais avec les gens. Ouais, c'est ça, mais on arrive sur un de tes sites, puis ça, c'est écrit en gros fuck motivation, fuck méditation, tu sais, puis je veux dire, une des premières choses que je coach à mes clientes, c'est le piège de la motivation, justement, parce que, je veux dire, même moi qui est née dans le sport, qui adore m'entraîner, je suis pas motivée à aller au gym 24 heures sur 24, tu sais. Fait que si on attend d'être motivé pour être dans l'action, ben c'est là qu'il y a pas d'action qui se fait, pas d'action constante, du moins, tu sais. Mais quand Ouais. j'ai vu fuck méditation aussi, je trouvais ça intéressant. Fait que là, on entend un peu ton raisonnement derrière ces deux choses-là, là. Oui, absolument. C'était pour aussi faire, c'est-à-dire que c'est ça, j'ai toujours été un fan de développement personnel, mais le développement personnel travaille beaucoup sur la motivation externe. Puis c'est nécessaire hein, d'avoir un coach. Dans tout ce que j'entreprends, j'ai un coach. Donc, je suis le premier à dire que, entre autres, en entraînement, et entre autres, il me motive. Donc, je suis le premier à dire que tout ça, ça a du bon. Ouais. Ma conjointe est coach aussi, un peu comme toi en mindset avec les femmes. Tu sais, donc, puis elle a des super de beaux résultats, puis c'est très positif. Puis, mon Dieu, je l'encourage depuis le tout début. Puis, à ce jour, tu sais, ça fait. C'est sûr que c'est nécessaire à la limite d'avoir un coach pour atteindre ses objectifs autant au niveau technique, mais entre autres au niveau motivation. Sauf que même pour les coachs, à un moment donné, ça peut devenir lourd quand la personne n'est pas capable de prendre action un peu par elle-même. Mhm. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre motivation extrinsèque puis intrinsèque. Et les mécanismes de la motivation intrinsèque sont intimement reliés à la capacité de créer des mouvements volontaires. Donc, je me dis, si les gens sont plus équilibrés, plus coordonnés, plus agiles, ils sont à même capables de produire des meilleures contractions musculaires. Donc, littéralement, mot pour mot, de se mettre en action. Et à Mhm. ce moment-là, le bénéfice relatif d'avoir un coach qui peut les aider en motivation externe, le résultat total est beaucoup plus concluant. C'est plus fun pour le coach, c'est plus fun pour la personne qui est coachée, les résultats sont meilleurs. Moi, Ouais. j'ai de la misère à voir comment ça, c'est pas juste un win-win. Donc, Mhm. Exactement. donc Ouais. c'est Puis, ça. Je pense que c'est une question de combinaison, en fait. Puis de ce que j'entends beaucoup dans ton approche, puis que tu mets de l'avant, c'est que c'est accessible. Tu sais, tu parles de 5 minutes de mouvement par jour. Je veux dire, combien de gens en ce moment sont encore sédentaires parce qu'ils s'imaginent que la seule façon de se mettre en forme, puis d'être actif, puis de reprendre sa shape en main, c'est de se forcer à aller au gym, mettons, 5 fois par semaine ou de courir des Ouais. demi-marathons. Sinon, ça sert à rien. Tu sais, on se pitche souvent dans la mauvaise chose pour soi versus commencer par un 5 minutes de mouvement personnalisé à soi, ce qu'on a besoin pour aller chercher le côté fondamental du mouvement. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus encourageant, beaucoup plus motivant aussi parce que, hey, on check à tous les jours, yes, j'ai réussi à faire mon 5 minutes, je ressens les bénéfices. Puis après ça, si j'ai envie de faire du basket, comme tu disais, ou de faire un autre programme d'entraînement, ben, ça peut devenir la prochaine étape. Mais je trouve, puis je suis curieuse d'entendre ton avis là-dessus, je trouve qu'on commence souvent par la pas bonne chose quand on veut se mettre en forme puis qu'on veut sortir du mode de vie sédentaire dans lequel on se trouve beaucoup, là, surtout en Amérique du Nord.
Ouais, on sous-estime les choses simples. Puis ça, c'est honnêtement, je pense que c'est de façon très générale quand je regarde ça, là, tu sais, pour encore parler de Mathieu Bouchard, parce que je parle rarement avec Mathieu Bouchard parce que je suis trop occupé pour parler avec les gens que j'aime, ce qui est vraiment triste. Mais bon, à ce moment-là, je parle de lui. Donc, C'est ça. Ça ça compense. compense peut-être un peu, oui. Et Matt, mon Dieu, mais peu importe à quel point il connaît des choses que personne ne connaît, les liens qu'il fait, quand vient le temps de recommander, c'est souvent très simple. Mhm. Parce que finalement, les choses simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Ça, c'est Steve Jobs de Apple qui l'avait reconnu, puis qui avait bâti à l'époque la compagnie la plus profitable au monde, Apple. Euh, Tout était dans l'idée de simplifier les processus, de rendre l'expérience client plus facile. Ouais. Et c'est parce que ça répond à des besoins de la nature, en fait. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Donc Mhm. oui, euh, Mais pourquoi tu penses qu'on résiste autant aux méthodes simples, justement, en tant qu'humain, puis qu'on cherche le truc compliqué, puis si c'est trop simple, on y croit pas ou on le sous-estime? Tu sais, y a-t-il un lien, justement, là, à faire avec oui, le absolument. développement, le cerveau, etc.? Ben, on s'est fait programmer à penser qu'il fallait que ce soit compliqué et que les résultats devaient être difficiles à accéder. Je, Hmm. je crois vraiment que les gens se sont fait programmer par des escrocs, en fait. Tu sais, je regarde en ce moment les tendances sur les réseaux sociaux, les gens qui sont très bons en marketing, qui font du coaching et qui souvent te vendent un peu l'idée d'une technique mystérieuse ou d'un programme qui est du jamais vu. Puis eux, ils ont vraiment une recette qui est unique. C'est très rare que c'est le cas et c'est souvent qu'on complexifie les choses pour créer de l'intérêt et c'est comme en fait l'idée de créer du gourouisme. Donc à ce moment-là, on se dit, OK, cette personne-là a vraiment accès à des connaissances ou à une méthode que nous autres, on ne comprendra jamais. Donc, en fait, tu sais, c'est un peu l'idée de l'Église. Puis je sais qu'au Québec, je pense qu'on est vraiment très susceptible à ça parce que on a quand même été sous le joug de l'Église catholique pendant de nombreuses années, jusqu'à mes parents, en fait, quand je regarde ça. Tu sais, l'idée de se faire dire quoi faire. Je trouve que c'est pas une critique, hein, c'est vraiment juste un. C'est-à-dire que c'est vraiment juste un constat pour moi des faits, c'est que je pense qu'au Québec, on est très, très, très bon. Peut-être un peu moins les plus jeunes, puis je ne veux pas faire d'angisme, mais c'est vraiment ce que je vois. Je pense qu'on est très bon pour dire, je vais faire confiance, on va me dire quoi faire, puis je vais écouter. Et à ce moment-là, je pense qu'on nous dit que c'est souvent compliqué et qu'on le croit. Et puis pourtant, c'est pas très empuissançant tout ça. Puis j'ai l'impression que on veut peut-être pas que les gens soient trop empuissancés parce que 9 millions de Québécois qui penseraient pour eux-mêmes, par eux-mêmes, qui seraient en confiance, je ne sais pas si on serait autant docile, et je reprends les mots de Mme Guilbeault, quand vient le temps de nous demander quoi faire, et peu importe que ce soit la bonne ou la mauvaise chose, je ne remets pas en question même ce qui a été fait. Mais l'idée de dire qu'il fallait et qu'on est ou qu'on peut être docile, c'est quand même, c'est choquant pour moi, ça. C'est choquant parce que c'est pas ma conception de l'humain. C'est que je me dis que chaque humain qui est potentialisé, qui apprend pour lui-même, qui a développé un sens critique, ne peut pas, par la force des choses, être docile. Et à ce moment-là, je crois que ben, l'évolution, puis l'idée de contribuer au bien-être social par chacun des individus passe par justement le développement de ces compétences-là. Alors, la docilité ne fait juste pas partie du plan. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être un objectif que de devenir docile devant une autorité, peu importe laquelle, hein, comme de fait, Mhm. des fois, on peut se tromper, qui, à la limite, pourrait être mal intentionné dans certains cas. On l'a vu au courant moi, c'est parce que je suis prof d'histoire, mais on l'a vu au courant de l'humanité. Euh, une société docile envers Adolf Hitler, c'est pas incroyable comme résultat. Et pourtant, Adolf Hitler a été élu démocratiquement. Ouais. Et loin de moi l'idée de comparer Geneviève Guilbeault à Adolf Hitler, mais l'idée, c'est que finalement, d'être capable de penser par soi-même, pour soi-même, d'analyser, de critiquer, de développer des connaissances, c'est de l'énergie, tout ça, en fait. Et finalement, c'est que si les gens ont de la misère à finir leur putain de journée, à juste faire des tâches qui leur permettent ou qui leur permettent de survivre, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas trop s'ostiner. Et si en plus, il y a eu un conditionnement, je vais dire presque, c'est quasiment rendu génétique, là, quand on regarde ça de génération en génération. Tu sais, je pense à la génération de mes grands-parents qui se faisaient dire par le curé, tu sais, tu fais pas assez d'enfants. Je veux dire, ma grand-mère a vécu ça, là. Hmm. C'est pas si Tu sais, loin, hein? c'est pas si loin.
Donc, je pense qu'il reste encore un peu de ça. Je pense que c'est encore pire au Québec que ça l'est ailleurs. Puis je me permets le commentaire parce que je voyage partout dans le monde depuis quand même 2016, 2017. Et je vois pas ça en France. Je vois pas ça en France. Je vois pas ça du tout en France, même au contraire. Ah oui, peut-être qu'ils vont élire Macron à chaque fois, puis qu'après ça, ils ne sont pas trop contents. Mais au-delà des résultats des élections, je ne vois pas en France cette même. Ben, en fait, je ne veux pas les défendre, mais quand ils ne sont pas contents, les Français, et ils revendiquent dans les rues, c'est pas mal plus violent qu'ici. Les agriculteurs en France qui ont eu gain de cause en quelques semaines sont débarqués dans les rues de Paris, ont garoché du fumier sur le Parlement et dans les McDo. Ils rentraient dans les McDo pour déposer du fumier partout, par terre, dans les cuisines. Je ne suis pas là pour dire que c'était la chose à faire. Je ne les défends pas nécessairement. C'est juste pour dire qu'il y a vraiment cette idée-là de quand on n'est pas content, on va le dire, puis on va prendre des actions en conséquence. Je regarde un peu ce qui s'est fait ici avec la, la grève des professeurs. Oui, ça a été conséquent, puis oui, ça a été violent de toutes parts, de tous côtés, mais ça reste quand même toujours très poli, tout ça, ici. Et j'ai vraiment l'impression que, tu sais, les 9 millions de Québécois qu'on est encore aujourd'hui, les gens que toi et moi, on coach, sans s'en rendre compte, on est un peu pogné là-dedans. Donc oui, je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi. Ben, on se dit que c'est peut-être juste pas possible parce que on n'est pas amené à ben, vouloir trop se développer. Mhm. On- L'idée d'être dépendant, ouais, tu sais, de quelqu'un, de quelque chose, puis versus, ben, tu sais, je vais aller me prendre un coach parce que je veux vivre une meilleure vie. Tu sais, il y en a évidemment qui le font, il y en a même beaucoup, là. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que c'est culturel jusqu'à un certain point, je te dirais, hein. Ouais. Il y a comme une responsabilité individuelle qui commence par genre se réveiller puis être franc avec soi-même puis avoir les prises de conscience qui va découler sur une responsabilité collective, tu sais, puis il y a des choses sur lesquelles on a le contrôle au quotidien, justement notre développement personnel, notre posture, la façon qu'on bouge, etc. Puis il y a des choses qu'ensemble en société, ben tranquillement, pas vite, tu sais, on peut amener des changements, mais c'est une grosse machine, c'est complexe, il y a plusieurs niveaux. Il y a tout, c'est ça, la façon qu'on est programmé dès qu'on est né, et même avant, là. Fait que c'est vraiment intéressant de t'entendre là-dessus, Mathieu. Je veux revenir avant, je vois le temps avancer. Revenons à nos premiers mois de vie, là. Fait que ceux qui ont des jeunes enfants ou qui ont des bébés ou qui, justement, ils ont, tu sais, moi, je pense à mes 3 petits-neveux puis ma petite nièce, tu sais, puis il y a une chose que, en fait, une des raisons que j'avais vraiment aimé ta conférence à l'événement, tu parlais de comme justement la poussée de l'orteil en rampant qui peut avoir un effet sur ton deadlift plus tard. Puis moi, j'ai fait du powerlifting, fait que en tout cas, ça me parlait full. Les gens, c'est ça qui côtoient, on côtoie des bébés, des jeunes enfants maintenant. Qu'est-ce qu'on devrait leur faire, les encourager à, tu sais, souvent on entend, on veut que les bébés marchent le plus vite possible parce qu'en tant que parent, notre ego est vraiment comme contente que mon enfant marche très jeune. Est-ce qu'il devrait marcher à 4 pattes plus longtemps? Est-ce que les mettre dans des petits jumpers, c'est bon? Fait que, tu sais, une couple de petits conseils pour justement favoriser le plus possible ce développement-là, là, dans la première année ou deux de vie. Même la santé publique du Québec s'entend pour dire qu'il devrait y avoir 0 temps d'écran de 0 à 2 ans. C'est la recommandation officielle par les NSPQ. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne suis pas toujours contre, hein, le gouvernement, il faut le dire, là. Je sais que des fois, mais non, en fait, c'est juste que je suis très critique puis c'est parce que j'ai des connaissances, puis j'ai des connaissances juste dans un domaine. Je ne sais même pas comment changer une lumière. Puis c'est pas moi qui fais le barbecue chez nous. Donc, c'est juste pour dire, après ça, les gens vont dire, ah ouais, mais ils pensent que c'est tout. Non, ils pensent que c'est beaucoup de choses par rapport à une chose. Je sais absolument rien pour le reste. Mais c'est ça. Matt Bouchard, lui, il est très, très bon, entre autres, pour les rénovations. Matt Bouchard est venu chez nous parce que j'ai acheté une maison il y a 2 ans. Puis il m'a dit, tu sais, à un moment donné, t'as peut-être des petits travaux à faire. Puis je suis comme, mais non, mais tu sais, c'était clé en main, là. Ils nous l'ont dit. Ça se maintient tout seul, une maison, tu sais. Puis là, tu sais, Caro m'envoie des photos, puis ça a l'air que peut-être. Ça fait que Matt est venu chez nous avec, écoute, son équipement, là, tu sais, puis il est aussi passionné par ses perceuses que par la nutrition humaine. Donc, tu peux juste imaginer Je Matt m'imagine. Bouchard puis moi qui s'en vont au Rona. Même que j'ai mis ma chemise à carreaux, puis je m'étais laissé pousser la barbe un peu pour avoir l'air un peu plus mâle. Puis je n'ai pas dit masculin, j'ai dit mâle. Parce que déjà, Matt Bouchard, c'est un vrai mâle, tu sais, puis rentrer au Rona, disons que c'est pas trop mon magasin.
Ça fait que là, ah non, non, c'était vraiment l'expérience. Je sais que je réponds aucunement à ta question, mais je trouvais ça le fun de le C'est pas partager. grave, on a l'image en tête, là. Ta question, c'est. Oui, c'est ça. Je me dis, Les le enfants, podcast, pas ça peut. d'écran dans les 2 premières Donc pas années. d'écran Do's entre and 0 et don'ts, 2 là. ans. Il faut définitivement les mettre sur le ventre. Les enfants sont pas assez sur le ventre, et ça, c'est pas juste moi qui le dit, c'est l'OMS. L'OMS recommande 30 minutes minimum sur le ventre par jour pour les enfants, ce qui, à mon avis, est beaucoup trop peu. Mais l'OMS est la première à reconnaître que dans les pays industrialisés, la plupart des enfants sont même pas 30 minutes sur le ventre. Donc, déjà 30 minutes, pour moi, c'est beaucoup trop peu, mais en plus, ça ne se fait pas. Et entre autres, parce que oui, tu l'as mentionné, on veut pas mal faire, mais les bébés sont stimulés par des jouets qu'ils ne devraient juste pas avoir, donc des marchettes, des Jolly Jumpers, tout jouet qui met un enfant assis avant qu'il soit capable de le faire ou debout, encore pire, avant qu'il soit capable de le faire, amène cet enfant-là à sauter des étapes de développement. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour être debout. Donc, une fois que tu l'as été, ça ne t'intéresse plus de ramper. C'est ça. Et, euh, et on est vraiment programmé, ça fait depuis 7 millions d'années, à tenir debout à 12 mois. Donc, pour les parents qui sont pressés, ben, vous êtes pressés de faire mieux que la nature. Puis, je vous mets au défi de faire mieux que la nature parce que le mieux qu'on peut faire, c'est le summum de l'intelligence artificielle. Puis, même ça ressemble même pas à un être humain, là. Si vous vous faites prendre sur Instagram avec des faux comptes, ben, c'est parce que vous n'êtes pas observateur, là. Ça paraît quand c'est pas un être humain, même si c'est très bien fait. Bon, c'est vrai que pour les chansons, des fois, là, on a l'impression qu'on écoute vraiment Michael Jackson qui chante du Sting, là, puis que c'est pas vraiment Michael Jackson. Je trouve qu'au niveau auditif, ils sont très, très bons, mais au niveau visuel, dans ce qui est un être humain, dans les subtilités des mouvements du visage, peut-être qu'on va y être un moment donné, mais on n'y est vraiment pas en ce moment, là. Mais tout ça pour dire que oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas essayer de faire mieux que la nature. Il faut peut-être juste apprendre à la respecter parce que la première forme de vie sur Terre, c'était il y a 4 milliards d'années. Donc, je me dis d'avoir un peu de respect pour le fait qu'on est la continuité de ce qui se fait depuis 4 milliards d'années et qu'à ce moment-là, dans notre vie à nous, pour les années qu'on va avoir ici, on ne pourra pas tout comprendre, on ne pourra surtout pas mieux faire que ce qui nous a créés, nous. Et ce qui nous a créés, ben, c'est le fait que dans notre première année de vie, on est supposé marcher à 12 mois. Donc, c'est 12 mois. C'est pas 8, puis c'est pas le mien marche avant le tien. Ben, le tien va avoir plus de difficultés à l'école. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que ramper, ça fait connecter les 2 hémisphères du cerveau, puis ça a été démontré, même chez les adultes, que ça aide les fonctions cognitives. Ça fait qu'à un moment donné, de ne pas vouloir faire mieux que la nature, de la respecter, et peut-être à ce moment-là de s'éduquer à savoir c'est quoi qui est naturel, c'est quoi qui est logique, qu'est-ce qui est supposé appartenir à l'être humain. Un Jolly Jumper, un iPad, puis un téléphone, ça fait juste pas partie du programme. Donc, de toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais en ce moment répond à comment un être humain est supposé évoluer? Mhm. Je pense que si on faisait ça plus souvent, tu sais, puis je pense au stress. Tu sais, si ton patron te stresse, je comprends. J'en ai pas de patron, mais j'en ai déjà eu. Puis je comprends c'est quoi. Mais si ça crée des réactions dans ton corps équivalentes au fait qu'il y a un tigre qui te court après, c'est pas le patron ton problème, c'est comment ton corps fonctionne. Puis je juge pas les gens qui réagissent comme ça. Au contraire, j'ai une empathie sans borne. Je me tue à tous les jours à essayer de comprendre comment que le corps humain fonctionne pour les aider au mieux de mes capacités. Puis quand j'ai pas toutes les réponses, puis c'est souvent le cas, je réfère à Matt Bouchard pour que lui travaille de son côté en nutrition. Donc, non seulement c'est pas du jugement, mais c'est bien plus l'inverse. C'est de l'amour infini, en fait, pour l'humain, pour le fait que ces êtres humains-là devraient se retrouver dans un calme relatif assez souvent. Je ne sais pas si on est fait pour être heureux, mais je sais qu'on est fait pour être bien. Ce qu'on appelle l'équanimité, là. C'est vraiment l'idée de je suis juste bien. Peut-être Mhm. pas heureux, des fois heureux, mais surtout bien. Surtout très souvent bien. Puis ça, je pense que c'est atteignable. Ça, je pense que c'est atteignable. Je pense que ça nous appartient. Et je suis convaincu du fait que si ça ne nous appartient pas, qu'on soit plus jeune, plus vieux, il y a vraiment moyen de travailler vers ça, entre autres avec ce que tu fais, du coaching de mindset, des interventions sur les habitudes de la vie de tous les jours, l'hygiène de vie. Sur même le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, puis qui veut qu'on s'améliore, puis qui veut qu'on vive une meilleure vie, juste ça, juste ça a des effets énormes au-delà des techniques qui sont utilisées. Puis après ça, oui, s'il y a des besoins un peu plus particuliers, de travailler avec des gens comme Matt Bouchard, comme Matt Boulay ou comme
les disciples de Matt Boulay ou les disciples de Matt Bouchard, parce qu'on est tous les deux formateurs, pour le meilleur ou pour le pire. Mhm. Justement, si les gens ils entendent la conversation aujourd'hui, ils sont comme ah, je veux en entendre plus, en apprendre plus sur ce que tu fais, que ce soit pour être formé, travailler avec toi, juste consommer ton contenu, aller dans tes cours, tes formations, tes conférences. Où est-ce qu'on peut trouver toute cette information-là là, sur les internets? Ben justement, je regarde c'est quoi mon profil parce que je pense que si les gens me rejoignent sur Facebook, c'est peut-être ce qui est le plus facile parce que Tout est écrit j'ai là. ouais, c'est parce que ça, j'ai différentes compagnies puis différents projets. Donc, Mathieu Boulay, DO, comme pour diplômé en ostéopathie, là, ça, c'est mon compte personnel sur Facebook. Donc, peut-être de me rejoindre là. C'est les gens ont des questions à me poser. Puis, à ce moment-là, je pourrais les orienter vers différentes opportunités de connecter avec moi, dépendamment de leurs intérêts puis de leurs objectifs, là. Parfait. Je vais mettre ça dans la description du podcast. Puis, écoute, Mathieu, il me reste une question à te poser que je pose à tous mes invités, mais je voulais juste te remercier encore une fois pour ton partage aujourd'hui. Moi, j'aurais pu juste te laisser parler puis t'écouter pendant des heures parce que c'est super intéressant. Fait que merci encore pour ce que tu fais, pour qui tu es, pour l'aide, l'impact. C'est ça qu'on essaie tous de faire, de rendre le monde un peu plus en santé, un peu meilleur. Fait que j'apprécie beaucoup ton temps aujourd'hui. Puis, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ce serait laquelle et pourquoi? Oui, oui, oui. C'est vraiment cool comme question, honnêtement. Quand j'étais jeune, un de mes coachs de hockey dans l'équipe où on n'était pas bon, là, ça fait vraiment une C'est un bon bonne full fin. circle, là. On finit où est-ce qu'on a commencé. Vraiment, je m'en rappellerai toujours. Je me rappelle pas de son nom, je suis pas bon avec les noms, mais il nous avait dit dans l'idée, tu sais, de bien faire sur la glace. C'est en anglais, c'est un peu vulgaire. Il nous avait dit lead, follow, or get the fuck out of the way. Donc, où Mhm. tu vas mener des gens, où tu vas en suivre d'autres. Mais si tu n'es pas pour contribuer à quelque chose de mieux alentour de toi, tasse-toi, puis laisse les autres prendre la place. Donc, c'est un peu, c'est un peu vulgaire, mais c'est exact. Ça m'est toujours resté, puis c'est ce que j'essaie de faire. Il y a des fois où c'est pas moi qui mène, hein. Il y a des fois où je vais suivre d'autres, puis il y a des fois que c'est moi qui mène, mais dans tous les cas, j'essaie de faire quelque chose qui contribue au bien-être, comme toi, comme tous les gens qu'on connaît, toi et moi en commun, là. Mhm. Ouais. Good. Donc, Ben super, merci. On va se souvenir de cette phrase-là inspirante et un peu vulgaire. Merci Mathieu. merci à toi, ma chère.